il n'y a pas eu de vote global négatif à l'Assemblée nationale à la fin, grâce au 49.3 et aux institutions, avec les dégâts que cela a causés, mais la puissance des institutions, c'est une réalité. La motion de censure a échoué. De 9 voix. Catastrophe absolue si elle était passée. Car le gouvernement renversé, la quasi-obligation pour le président de faire des élections législatives en prononçant la dissolution de l'Assemblée à un moment où il n'avait aucune chance de retrouver une majorité dans le climat, à aller faire voter les Français pour leur dire voulez-vous les 64 ans, ça c'était pas gagné. Et hier, la validation par le Conseil constitutionnel. Mais ça n'est pas que cela. Le refus du Conseil constitutionnel du RIP. Oui. Du référendum d'initiative partagée. Alors il y aura un Pourquoi deuxième. Pourquoi c'est si important ? C'est capital, car si hier politiquement vous aviez eu à la fois la validation du texte et l'acceptation du RIP par le Conseil constitutionnel, vous aviez d'abord un imbroglio politique absolu, une extraordinaire difficulté à dire on applique immédiatement la loi et une remobilisation générale pour aller recueillir toutes les signatures. Donc, alors on verra le 3 mai la décision que prendra le Conseil constitutionnel sur la deuxième demande, mais par définition, ce ne sera plus simultané avec la décision de validation de la loi. Donc, c'est une victoire politique. Reste la question, est-ce que ça n'est pas payé d'un coup colossal ? Avant d'ouvrir la discussion avec Gilles et Natacha, Jérôme Jaffray, le président de la République avait 15 jours. C'est la loi, pour promulguer justement la loi. Vous comprenez qu'il a agi aussi rapidement et en pleine nuit. Qu'est-ce que ça envoie comme signal ? Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, dit une loi promulguée en pleine nuit, je le cite, comme des voleurs de vie, le 1er mai 2023, tous dans la rue. Oui, on ne peut pas dire qu'effectivement la brutalité ne soit pas au rendez-vous dans cette affaire, c'est incontestable. Mais derrière tout cela, il y a la volonté d'Emmanuel Macron, c'est un débat absolument fondamental sur la Ve République et son avenir. La volonté d'Emmanuel Macron, c'est de dire la démocratie gouvernante est plus forte que la démocratie d'opinion ou les manifestations. Donc c'est la démocratie gouvernante, elle procède des élections, dès lors qu'elle respecte le cheminement constitutionnel prévu par la Ve République et validé par le Conseil constitutionnel, il n'y a pas lieu d'attendre. Et vous partagez cette idée ? Il n'y a pas lieu. Moi je pense, mais mon avis n'a que peu d'importance, soyons lucides, je pense que cette brutalité dans les institutions pose problème. Évidemment, c'est le coût colossal dont je parlais, c'est-à-dire que la confiance dans les institutions, la confiance dans le fonctionnement démocratique sont atteints à travers cette période. C'est pas seulement les 64 ans qui sont en cause. À partir du moment, alors crise démocratique n'est pas un mot très juste, mais l'idée du déni démocratique est plus juste sans doute. C'est-à-dire que à partir la légitimité des gouvernants n'est plus assez forte. À partir du moment où leur base sociale et leur base politique s'est affaiblie au fil des années de la Ve République pour imposer des décisions aussi brutalement sans que la construction de la décision ne fasse l'objet de compromis en cours d'établissement. Et là, les Français, à tort ou à raison, ont eu le sentiment qu'il n'y avait pas de construction d'un compromis dans la décision. On ouvre le débat avec Natacha Polony puis Gilles Finkelstein. Natacha. Pour poursuivre ce que vous venez de dire, Jérôme Jaffray, en effet, disons, vous récusez le terme de crise démocratique. Celui de déni démocratique me semble tout à fait juste, mais celui de crise démocratique me semble également juste parce que dans ce que vous dites, vous rejoignez l'idée qui me semble importante que, en fait, nous arrivons au bout d'un cycle autour de la Ve République. Pourquoi ? Parce que la Ve République a été pensée pour une stabilité des institutions et qu'il apparaît depuis de nombreuses années que cette stabilité, en fait, permet à des pouvoirs de gouverner contre la volonté des citoyens. Et il me semble qu'un des grands moments de fragilisation de la démocratie représentative a été le vote du traité de Lisbonne après le non des Français au référendum sur le traité constitutionnel. En 2008. Puisqu'il est apparu aux yeux de beaucoup de citoyens qu'en fait on pouvait utiliser les représentants, non pas pour représenter, mais pour aller contre la volonté des citoyens. Et que je pense que ça a été une décision absolument dramatique. Or, il me semble que nous sommes dans la continuité de cela et que nous arrivons au bout, puisqu'Emmanuel Macron a même réussi à inclure le Conseil constitutionnel dans cette remise en cause. Quand on voit qu'il faut des CRS pour protéger le Conseil constitutionnel, dont beaucoup de citoyens n'avaient strictement rien à faire jusqu'à présent, ça veut dire qu'il y a là un mouvement qui est extrêmement inquiétant et qui,
Enfin, évidemment, on va aurait nécessiter... reproché de ne pas l'avoir fait si jamais Non, le mais- Conseil constitutionnel Non, mais avait été pris d'assaut. on est bien d'accord, Ali. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on en est à devoir protéger le Conseil constitutionnel, c'est que les institutions sont très gravement fragilisées. Donc nous sommes bien dans une crise démocratique. La question est de savoir comment on en sort. Parce qu'on pourrait évidemment, et je pense qu'on va le faire, rentrer dans la précision de la décision du Conseil constitutionnel, la question de savoir si c'est une décision uniquement en droit, quelle est la part de subjectivité, quelle est la part d'interprétation. C'est une des dimensions du problème. Mais en fait, le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est qu'Emmanuel Macron a fait peser sur le Conseil constitutionnel une décision qui, en fait, le met dans une situation impossible. Jérôme Jaffray. Oui, il y a beaucoup de choses. Natacha Polony revient évidemment au référendum de 2005 et au traité de Lisbonne. Je n'en suis pas surpris. Je dirais simplement pour la défense... On ne rappelle jamais assez cet épisode. Je dirais en simplement effet, quand même que Nicolas Sarkozy, candidat à la présidentielle de 2007, a dit clairement au cours de sa campagne électorale que s'il était élu, il ferait procéder à l'adoption du traité de Lisbonne par les parlementaires, mais que ça a été dit dans la campagne électorale présidentielle. Est-ce pour et ce que point-là Nicolas que les gens ont Sarkozy, voté je pour me lui? permets de vous le rappeler, a été élu. Oui, mais évidemment peut-être pas exactement pour ce point-là. Mais les choses ont été dites. Bon, laissez Et Jérôme Jaffray terminer. ça compte quand même dans le fonctionnement démocratique, mais vous avez raison, il y a eu une fêlure des Français par rapport au fonctionnement démocratique, et d'ailleurs il n'y a pas eu de référendum depuis, et l'idée principale de la période, c'est d'éviter tout nouveau référendum qui pourrait mettre en cause le pouvoir, ce qui prouve bien l'altération du lien entre le pouvoir et les citoyens, effectivement. C'est vraiment la question. En fait, c'est vrai qu'on n'y pense pas. C'est un outil pourtant qui est à la disposition du président de la République. Et il n'y a pas eu de référendum depuis 2005. Depuis 2005, de référendum national. Donc c'est évidemment pas négligeable. Bah oui. Ce qui s'est passé, qui accentue la crise, c'est la focalisation sur le président de la République. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, l'antimacronisme est un facteur politique fondamental qui rompt avec ce qu'est normalement la fonction présidentielle. C'est-à-dire que la fonction présidentielle suppose de garder une capacité de surplomb, d'arbitrage et d'être à la fois le tenant de l'unité nationale, de la paix civile. Donc c'est le gouvernement, c'était la conception du général de Gaulle. Et même Mitterrand et Chirac, par exemple, restaient dans cette conception-là. C'est Pierre Mauroy qui paye l'enseignement privé, la grande crise de l'enseignement privé en 1984, et François Mitterrand qui met fin à la crise, car il a gardé une position de surplomb dans le débat. Enfin bref. Mais Nicolas Sarkozy et François Hollande ont été extraordinairement impopulaires. Jérôme Jaffray, quoi de neuf avec ce président-ci? Alors, la focalisation politique sur lui est extrême, mais vous avez raison, pour François Hollande, c'est autre chose, Nicolas Sarkozy aussi. Il y a une évolution liée sans doute au quinquennat, qui fait dans la confusion des fonctions politiques, fait que le président est en même temps complètement l'acteur politique qui prend des décisions. Et quand vous avez à prendre des décisions de réforme impopulaire, vous avez une situation d'accentuation de la crise. Donc, la question derrière, c'est le débouché politique. Est-ce que tout le monde dans cette affaire a travaillé pour Marine Le Pen ? C'est tout de même la grande question politique qu'on peut se poser. Parce que si Marine Le Pen est élue présidente en 2027, est-ce que nous ne daterons pas le moment de bascule politique de la période de la réforme des retraites et de ce qui s'est passé dans ces 3 derniers mois ?